Good evening, good morning, good afternoon. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir, bonjour. Merci d'être avec nous. Je m'appelle Marcos Neto. Je suis le directeur de la finance secteur Hub du PNUD. J'aimerais ouvrir cette séance. Je vous parlerai de la première partie et ensuite je passerai la parole. Bienvenue à toutes et à tous au financement du monde d'après Covid et de l'initiative de l'IISF. Nous faisons face à une crise et il est d'autant plus important de réfléchir au multilatéralisme et comment travailler ensemble pour soutenir les pays vulnérables. Nous marquons cette année le 75e anniversaire des Nations Unies et donc il est très opportun de parler de la coopération internationale et de l'initiative IISF qui est une illustration excellente. Je vous accueille avec grand plaisir aujourd'hui à cette discussion qui va être intéressante. J'aimerais aborder quelques points d'intendance. La séance est enregistrée, vous devez l'accepter. L'interprétation en français est fournie. Vous pouvez choisir le canal français au bas de Zoom. J'aimerais rappeler à tous nos intervenants de mettre sous silencieux vos microphones si vous ne parlez pas. Nous commencerons avec cet événement avec un discours de son Excellence, M. Will Skinari, ministre de la Coopération, du Développement et des Échanges de la Finance. Nous entendrons également M. Angel Gurria et M. Steiner, qui est administrateur du PNUD. Distinguished guests, chers invités, mesdames, messieurs, chers amis, en qualité de co-président de l'initiative entre l'OCDE et du PNUD sur l'IISF, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette discussion très importante. Nous sommes confrontés à une crise inédite dont les implications sont profondes. La pandémie de la COVID touche chaque aspect de nos vies. Le COVID ne discrimine pas entre les riches et les pauvres, mais les pays en voie de développement ont été les plus touchés. Les ressources internes, qui sont la source principale du financement pour ces pays-là, ont fait face à une très grande pression. Un net recul des échanges internationaux et nationaux ont fait diminuer les recettes de biens et de services et de nombreux petits États insulaires recouvrent moins de recettes à partir de produits de base, ressources naturelles et à partir du secteur du tourisme. Dans de nombreux secteurs, les multinationales sont mieux équipées pour encaisser les impacts de cette crise. Les PME doivent se battre pour rester à flot. Dans cette conjoncture, l'IISF est une initiative très importante, un outil important pour faire en sorte que les pays en voie de développement recouvrent tous les impôts qui leur sont dus auprès des multinationales. Nous pouvons faire beaucoup plus pour les aider. Aujourd'hui, nous lançons le rapport annuel 2020 de l'IISF. Ce rapport rend compte des succès de la période janvier 2019 à juin 2020. On y trouve également des informations sur un bilan de l'initiative et des recommandations quant à l'avenir. Le programme de l'IISF fait face à une demande croissante.
une demande solide d'assistance de la part d'administration fiscale d'accueil révèle que les pays en développement ont pour priorité de faire en sorte que les multinationales respectent les règles. Et alors que l'optimisation et la fraude fiscale sont de moins en moins tolérées, nous nous attendons à ce que cette demande continue de grandir. Les pays en développement font également état du fait que ces programmes les soutiennent dans leur action visant à mettre en œuvre les normes internationales en matière fiscale et les aident à participer au cadre inclusif sur le BEPS. Les inspecteurs aident ces pays à construire leurs capacités. Ils sont donc mieux équipés, mieux formés. Ils ont des équipes d'experts financiers, d'experts fiscaux mieux financiers grâce à une expérience pratique sur le terrain. Cela permet de faire en sorte que les législations en matière fiscale sont appliquées de manière appropriée et que les gouvernements recouvrent l'impôt qui est effectivement exigible. Notre rapport 2020 montre qu'à ce jour, les recettes supplémentaires levées par les pays en développement grâce à 80 programmes de l'IISF s'élèvent à plus de 537 millions de dollars. Les redressements fiscaux, eux, dépassent les 1,8 milliard de dollars. Donc, cette initiative représente un excellent rapport qualité-prix, un retour sur investissement de près de 70 $ pour chaque dollar investi. 70 contre 1. C'est unique, c'est exceptionnel. Nous voulons continuer à grandir. Malgré les contraintes qu'a imposé la crise du Covid, cette initiative reste ouverte, prête à continuer ses œuvres grâce aux mesures instaurées pour soutenir les experts et leurs travaux à distance. Nous élargissons le champ d'action de l'IISF dans d'autres champs liés à la fiscalité, dont les enquêtes sur la délinquance fiscale et l'utilisation efficace de l'échange automatique d'informations. Ceux-ci aideront à mieux lutter contre les FFI. Nous déployons également des programmes pour cibler les négociations et l'administration d'accords fiscaux, l'imposition et les contrats liés aux ressources naturelles et l'impôt et l'environnement. Donc, pour chapeauter ces opérations dans cette nouvelle ère, j'ai le plaisir d'annoncer que Mme Rousoudan Kemoularia a été désignée pour être la nouvelle chef du secrétariat de l'IISF. Ressortissante géorgienne, Mme Kemoularia a une forte expérience en la matière. Pendant plus de 10 ans, elle a travaillé sur les questions fiscales et a été vice-ministre de la Finance de Géorgie. Nous savons qu'elle va apporter toute son expérience à cette initiative. Nous nous réjouissons de son énergie et de la direction qu'elle va apporter à l'initiative IISF. Mesdames, Messieurs, chers amis, à l'heure de cette crise, nous devons continuer sur notre lancée pour améliorer la mobilisation des recettes internes. L'IISF reste une excellente illustration de comment une assistance pour le développement efficace du XXIe siècle devrait être pensée, développée et mise en œuvre. Cela revêt une importance capitale alors que nous
Nous dirigeons vers une décennie d'actions ambitieuses pour réaliser les ODD d'ici à 2030. Thank you for your continued Merci de tout le soutien que vous avez apporté au progrès d'IESF. Vos Excellences, chers collègues, je voulais vous parler à l'occasion de cet événement. J'aimerais remercier le gouvernement de la Finlande, qui co-hôte de cet événement, et son Excellence Ville Skinnari pour ses propos liminaires. J'aimerais également remercier le secrétaire général de l'OCDE, mon ami et mon collègue, M. Angel Gurría, pour ses réflexions. Nous marquons le 75e anniversaire des Nations Unies cette année, en pleine pandémie, qui dépasse de loin tout ce que cette génération a connu de semblable. Selon les prévisions de l'OCDE, le PIB mondial va chuter de 4,5%, la contraction économique la plus prononcée depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'indice de développement humain global, qui recoupe l'éducation, la santé, le niveau de vie à l'échelle internationale, va baisser en 2020 pour la première fois ces 30 dernières années. En conséquence de la pandémie, la capacité des pays en développement à mobiliser leurs ressources internes a été gravement compromise. Les économies subsahariennes pourraient à elles seules voir s'évaporer 79 milliards en manque à produire en 2020 à cause de la COVID. Il importe donc plus que jamais d'augmenter les recettes publiques et améliorer l'administration fiscale, en particulier en ce qui concerne le financement pour le développement. Le Forum de haut niveau sur le financement du développement à l'ère du Covid travaille sur un certain nombre d'options politiques pour répondre à ces problèmes, dont exploiter la réponse inédite à la crise budgétaire et monétaire pour jeter un pont vers une économie mondiale verte en utilisant les cadres nationaux de financement intégrés, créer un système financier durable mondial capable de satisfaire aux besoins collectifs et de rendre les secteurs publics et privés comptables de leurs politiques, décisions et investissements. Puiser dans la numérisation pour combler pour de bon les déficits de fonds propres. Le groupe de travail des Nations Unies sur le financement numérique des ODD a d'ailleurs fourni une feuille de route à cet effet en août. Dans ces conjonctures fluctuantes, l'ISF continue d'être un outil clé à la disposition des pays. Le bilan depuis l'Assemblée générale des Nations unies est excellent. Sur la période septembre 2019 à juillet 2020, l'ISF a aidé les pays en voie de développement à recouvrer 37 millions en recettes, portant le total à 537 millions. Les redressements fiscaux, grâce à ces programmes, s'élèvent à 1,84 milliard, une augmentation de 94 millions en glissement annuel. Depuis lors, 8 pays supplémentaires mettent en œuvre ou ont mis en œuvre un nouveau programme de l'ISF. Cela porte le total d'administration fiscale d'accueil à 44. 8 pays nous rejoindront dans les 2 prochains mois. Depuis le début de la pandémie, l'initiative a poursuivi son travail de première importance, faire bénéficier les pays de connaissances en matière d'audit et de fiscalité. Ce programme a avec succès octroyé une assistance technique grâce à la technologie et ses experts fiscaux ont entrepris plus de 40 missions virtuelles dans 14 pays. La pandémie a mis au jour les possibilités qui s'offrent aux régimes fiscaux. La numérisation a permis aux administrations fiscales de fonctionner à distance tout en continuant à recouvrer les recettes de très grande importance. Le PNUD appuiera la numérisation des systèmes fiscaux suite aux recommandations du groupe de travail du secrétaire général des Nations Unies sur le financement numérique des ODD. De nombreux pays demandent assistance en matière de politique fiscale via le Fonds conjoint pour les ODD. Le PNUD développe ses services pour répondre à ces besoins. L'ISF joue un rôle clé pour aider les pays en développement à se relever de la pandémie. Cela comprend le bouquet actuel des services, comme le précise le rapport annuel lancé aujourd'hui, et un nouveau bouquet de services, dont un service concernant la relation entre l'imposition et l'environnement et les ressources naturelles. Ce service vise à augmenter les recettes en accompagnant la transition verte et durable. En résumé, j'aimerais également remercier l'OCDE et mes collègues, M. Gurría, pour votre soutien qui continue à cette initiative qui continue de grandir et d'innover. Merci.
Chers partenaires, mesdames, messieurs, j'espère que vous vous portez bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et encore une fois, un grand merci au PNUD et à l'OCDE pour ce partenariat dont nous sommes très fiers en Finlande. L'impôt progressif et les services publics, la protection sociale et les infrastructures sont des éléments cardinaux pour les sociétés démocratiques, durables et qui fonctionnent bien. Depuis ma dernière allocution l'année dernière dans cette enceinte, vous avez travaillé avec acharnement au PNUD, à l'OCDE et au sein de la famille onusienne pour promouvoir la justice fiscale et la mobilisation des ressources internes. La Finlande a également œuvré. En juin cette année, nous avons lancé un nouveau programme d'action, l'impôt pour le développement. Je suis heureux de vous dire que Mme Jutta Urpilainen, la commissaire européenne aux partenariats mondiaux, l'a lancé à nos côtés. Elle n'est pas seulement une proche collègue et l'ancienne ministre de la Finance de Finlande, mais également une des forces motrices derrière le partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine qui vise à tarir les FFI et renforcer les capacités en matière fiscale sur le continent africain. L'initiative IISF est un des partenaires clés de la Finlande dans ce champ d'action. Nous le soutenons dans le cadre de notre partenariat de financement avec le PNUD. Nous savons tous que nous pouvons faire bien plus en travaillant avec le PNUD et l'OCDE que si nous faisons cavalier seul. À l'avenir, nous espérons que cette initiative saura mettre en valeur les atouts de tous les partenaires. Le fait que le PNUD dispose d'une antenne dans chaque pays du Sud est sans aucun doute une force. Nous savons que le PNUD a fait œuvre de pionnier au sein de la famille onusienne sur deux plans qui sont très importants pour le bon déroulement de nos actions. 1. Le développement capacitaire et 2. La coopération Sud-Sud. La Finlande épaule un large portefeuille d'interventions visant à renforcer les capacités en matière fiscale en Afrique et à faire porter la voix de l'Afrique dans les dialogues mondiaux sur la politique fiscale. Nous reconnaissons également l'importance des travaux accomplis par nos partenaires, dont le Forum africain sur l'administration fiscale et le Réseau africain pour la justice fiscale. Le groupe FACTI a lancé son rapport la semaine dernière. Nous prisons le travail accompli par nos voisins norvégiens et lituaniens en la matière, ensemble avec de nombreux autres partenaires. Nous sommes certains que l'OCDE et le PNUD seront à même de créer des synergies et de mettre à profit votre plein potentiel pour promouvoir ces objectifs. En Finlande, on dit souvent que la Finlande est une nation d'heureux contribuables. Nous faisons figure d'exception, je crois qu'on peut le dire. Mais ce n'est pas une coïncidence. Ceci est le fruit d'années de travail acharné visant à tisser un contrat social et créer un État qui ne fait pas qu'imposer les sociétés et les individus, mais qui crée également de la valeur. Services publics, protection sociale et infrastructures, autant d'éléments qui renforcent la productivité et la cohésion sociale. Ces dernières années, nous avons également investi dans les technologies numériques et le service utilisateur de l'administration fiscale de Finlande, et cela y a également concouru. La Finlande est un acteur crédible
pour promouvoir ces bonnes pratiques. Nous avons développé un savoir-faire solide sur comment rassembler les données, l'automatisation économique et la confiance en une plateforme numérique unique. N'hésitez donc pas à faire appel à la Finlande si vous avez besoin de partenaires du secteur public ou privé, des partenaires qui sont motivés et capables d'innover et de créer de nouvelles solutions numériques et autres pour renforcer la mobilisation des ressources internes, la confiance et les contrats sociaux. Merci. Thank you very much. Merci. Merci infiniment. Merci à nos orateurs. Je crois que l'on a bien cadré le débat. Alors avant d'entamer ce débat, j'ai l'immense plaisir, au nom du PNUD, de vous présenter, comme vient de le dire M. Gouria, la nouvelle présidente du secrétariat, qui est Mme Rousseau-Duns-Kimuraria. Vous le savez, nous lançons aujourd'hui notre rapport annuel 2020, dont elle va nous présenter les éléments saillants. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je viens d'être nommé chef du secrétariat des inspecteurs des impôts sans frontières. Je tiens à remercier mon prédécesseur ainsi que toute la communauté des inspecteurs sans frontières pour leur travail acharné pendant toutes ces années qui nous a beaucoup permis d'avancer. Si l'on regarde à l'avenir, il va falloir renforcer nos efforts. Il va falloir travailler main dans la main pour avancer sur tous ces sujets. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter rapidement les points saillants de ce rapport. Les inspecteurs des impôts sans frontières sont une initiative conjointe PNUD-OCDE. C'est une approche unique au renforcement des capacités avec des experts fiscaux dans différents pays, dans différentes administrations fiscales, les pays aidés ou des pays aidants qui peuvent réunir leurs efforts et travailler ensemble. La portée de ces programmes des inspecteurs sans frontières sont très importants partout dans le monde. En 2020, nous avions énormément de programmes et ce nombre de programmes ne cesse d'augmenter. Il y a un certain nombre d'opportunités de coopération sud-sud qui ont été encouragées en 2019 et 2020. Et en 2019 et en 2020, on l'a vu, il y a un certain nombre de programmes qui ont été lancés dans la région Asie-Pacifique. L'Afrique représente encore plus de la moitié du total des programmes existants. C'était le cas en 2019, c'était le cas jusqu'en juin 2020. Et nous travaillons d'ailleurs avec la Commission européenne, avec l'OCDE et d'autres parties prenantes. Diapo suivante, s'il vous plaît. En 2019-20, c'était une période de croissance pour notre groupe, davantage d'assistance, avec des travaux anonymisés qui ont été menés, avec des ateliers de la Banque mondiale, avec un renforcement des recettes fiscales. En juin 2020, nous l'avons déjà dit, il y a des recettes fiscales qui ont été prélevées par un certain nombre de pays et qui ont atteint 537 millions d'euros et des évaluations fiscales qui ont été menées et qui ont atteint 1,8 milliard de dollars américains. Par ailleurs, pour renforcer les recettes fiscales, les administrations hautes nous ont fait part d'autres impacts positifs. Il y a un transfert de compétences et un renforcement de la confiance, une amélioration de l'efficacité des organisations concernées. Il y a également davantage de respect de la fiscalité. Il y a un certain nombre de recommandations qui ont été publiées récemment et qui sont mises en œuvre, notamment pour améliorer la mesure de la qualité des programmes des inspecteurs des impôts sans frontières. L'impact de la Covid et de la crise a été très important. En termes opérationnels, la crise a empêché les missions sur le terrain, et ça depuis mars dernier. Nous voulions faciliter un certain nombre d'éléments. Ça n'a pas été possible, malheureusement. Des orientations ont été données pour garantir la transmission d'informations confidentielles qui ont été données aux administrations fiscales. Et jusqu'à maintenant, l'expérience semble montrer que dans bien des cas, on peut apporter davantage de soutien avec des programmes
qui peuvent fonctionner à distance avec davantage de souplesse, mais il nous manque encore l'élément direct de rencontre en face à face. Par ailleurs, nous avons récemment dressé un bilan de ce rapport qui est disponible sur notre site Internet et qui conclut en effet que nos travaux sont particulièrement bien placés. Nous fonctionnons dans un environnement complexe et délicat et que nous avons l'intention de poursuivre ces travaux qui avancent fort bien jusqu'à maintenant. Et comme le démontrent nos travaux réalisés jusqu'à maintenant, en partie à cause de l'augmentation des cadres, étant donné la charge de travail à laquelle nous sommes confrontés, il faudrait renforcer le cadre de travail qui est le nôtre. Ensuite, nous avons conclu également que les inspecteurs sans frontières pourraient s'intéresser à d'autres domaines, comme que vous avez ici, les enquêtes criminelles, pénales, ou l'utilisation des outils d'échange d'informations, une utilisation plus efficace de toutes ces données en coopération avec le Forum mondial, des négociations sur la fiscalité et d'autres questions plus générales. Donc tous ces nouveaux programmes n'en sont qu'à leur balbutiement et je crois que tout cela devrait pouvoir se déployer davantage en 2021. Voilà, pour conclure, nous avons lancé aujourd'hui notre rapport annuel qui est donc disponible en anglais avec un résumé exécutif, des résumés exécutifs disponibles en français et en espagnol. Et puis, vous l'avez dit, cette crise, c'est aussi la possibilité de travailler différemment. Le contexte est différent, mais il reste pertinent. Je crois qu'ensemble, nous pourrons rendre les inspecteurs plus forts. Nous pourrons prélever ou faire en sorte qu'il y ait davantage de recettes fiscales qui soient collectées par les États concernés, notamment ce qui est particulièrement important, étant donné la pandémie à laquelle on est confronté. Nous serons heureux de travailler avec nos partenaires dans plus de 60 pays pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscale. Et cela devrait nous aider à surmonter cette pandémie. Voilà, j'en ai terminé de mon exposé. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Alors, vous l'avez dit, le PNUD l'a dit, tous ces progrès doivent être remis dans le contexte du financement de la réaction à la crise de la COVID pour avancer vers les ODD. Ainsi, je crois que les autorités canadiennes, jamaïcaines et que le secrétariat général des Nations Unies ont créé un processus qui a été entamé en mai, le 26 mai, et qui demain fera l'objet de discussions par les chefs d'État sur un menu d'options, de politiques qui pourraient être utilisées, reprises dans différents aspects pour faire face aux besoins de financement des pays du monde. Il y a un aspect de tout cela qui est que nous sommes très heureux de voir que les inspecteurs des impôts sans frontières sont l'une des politiques à disposition pour justement faire face à ces FFI. C'est un élément essentiel dans le cadre de la restructuration de la dette et pour se remettre et retrouver le droit chemin pour atteindre les ODD. Alors pour bien comprendre les choses, et je crois que justement il y a l'un des leaders de ce projet, le président de la Jamaïque, qui va en dire un mot dans un instant. Je tiens en tout cas, avant cela, à vous remercier, le programme de développement des Nations Unies pour insister sur la valeur de notre partenariat avec la Finlande, la Norvège, avec tous les autres pays concernés, avec tous nos partenaires, pour mettre en place tout cela. Merci. Merci encore de votre soutien. Je passe la parole à mon homologue à l'OCDE, Mel Gibson, qui est responsable des relations internationales dans la division développement, au CTP de l'OCDE, qui va pouvoir nous en dire un peu plus. Je tiens également à remercier la représentation permanente de la Finlande auprès de l'OCDE également. Merci. Vous avez la parole. Oui, merci Marcos, je suis très heureux de vous voir en pleine forme. Bonjour à tous et à toutes. Bonsoir à ceux qui sont plus loin. Inutile de me présenter, je crois que Marcos vient de le faire. J'ai l'immense plaisir de vous présenter ou d'animer cette seconde partie de ce webinaire qui portera donc sur le financement du développement
en cette ère Covid avec les inspecteurs sans frontières, des impôts sans frontières. L'idée, c'est que assez rapidement, je pose quelques questions à nos 3 experts qui sont ici présents et qui pourront donc réagir et répondre à ces questions dans les 45 minutes qui nous sont imparties. Mais je crois que nous aurons quand même le temps de prendre quelques-unes de vos questions et d'y répondre. Et alors que vous écoutez les différents orateurs, eh bien, n'hésitez pas à utiliser la fonction Q&A, questions-réponses de Zoom, qui vous permettra de poser vos questions. Et merci de poser des questions courtes, d'ailleurs, ça nous aidera grandement. Mais sans plus attendre, je voudrais souhaiter la bienvenue à Risedan. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. J'aimerais présenter nos 3 panélistes. Nous avons tout d'abord Nigel Clark, ministre des Finances et des Services publics de Jamaïque. Comme Marcus l'a dit, Monsieur Clark fait partie des discussions que nous avons pu avoir cette semaine. Ce qui est important pour les inspecteurs, c'est que le ministre dispose d'une expérience de terrain et directe de toutes ces questions liées aux inspecteurs des impôts sans frontières. Donc, nous serons heureux de l'entendre. Ensuite, nous avons Mary Weiner, qui est directrice des programmes au Forum africain de l'administration fiscale et qui a été une immense partenaire de l'OCDE et du PNUD, avec qui nous avons eu le plaisir de travailler. Mary également a rejoint le conseil de direction des inspecteurs sans frontières. Et enfin, John Christensen, qui lui est président de ce réseau. Et je dois dire que c'est probablement la cheville ouvrière des inspecteurs sans frontières qui ont été montés au lendemain de la crise financière. Il est membre du conseil des inspecteurs depuis ses débuts. J'aimerais commencer peut-être par donner la parole au ministre Clark. Bonjour à vous. Une question peut-être sur votre expérience des inspecteurs des impôts sans frontières. Dites-nous comment est-ce que l'approche de système en temps réel a permis de changer la donne pour les administrations fiscales en Jamaïque en particulier. Donc, vous avez la parole, Monsieur le ministre. Bonjour. Merci. Merci infiniment de ces propos liminaires. La Jamaïque s'est gré à l'OCDE et au PNUD de cette initiative conjointe inspecteurs des impôts sans frontières. J'aimerais vous donner la toile de fond des inspecteurs. Pendant des années, le système fiscal jamaïcain était plombé par des lois trop techniques, dépassées. Ces équipes ne disposaient pas des capacités techniques pour faire face aux nouveaux défis fiscaux qui s'offraient à elles. Et avec l'aide du Fonds monétaire, avec l'aide de la Banque mondiale, nous avons lancé des réformes dont la plus importante, ça a été de réformer le droit fiscal en mettant l'accent sur la conformité, le recueil d'informations. Et c'est sur cette base-là que ce régime de transfert a été mis en place. Et c'est comme ça que nous avons lancé nos relations avec les inspecteurs des impôts sans frontières, avec l'aide de l'OCDE, son unité taxes et développement, avec une approche double. Tout d'abord, on recevait une assistance technique, un soutien de l'OCDE, une aide, avec une modification de notre loi fiscale, avec une assistance qui a ensuite été reprise dans notre régime fiscal, avec l'aide de juristes, de fiscalistes, d'inspecteurs des impôts, etc. Et puis, cela a permis donc à nos officiels, à nos représentants de mieux connaître cette loi. Puis ensuite, il y a un renforcement des capacités qui a été mis en place grâce à cette initiative Inspecteurs sans frontières. L'idée étant de renforcer nos capacités au niveau de nos équipes. Les avantages. Alors, ce qu'il y a de formidable avec ce programme d'Inspecteurs sans frontières, c'est qu'il a été adapté aux besoins de la Jamaïque par rapport à notre système juridique, à nos ressources, à notre culture, à nos sensibilités et à toute autre considération. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est le transfert de savoir, le renforcement des capacités. Tout cela s'est fait de manière réaliste pour combler les lacunes qui étaient les nôtres, et les inspecteurs ont permis
à la Jamaïque de disposer d'inspecteurs sur le terrain qui pouvaient travailler directement avec nos équipes pour les orienter sur des questions qui sont essentielles, ce qui a fait toute la différence. Cette expertise peut ensuite être transférée vers d'autres plutôt que de devoir envoyer des gens sur place pour les former à chaque fois. Il est beaucoup plus simple d'avoir des gens directement sur le terrain, sur place. Les ateliers de formation nous ont été particulièrement utiles et j'ajouterai ensuite que la sélection d'experts qui connaissent bien notre système juridique a été une bonne chose, étant donné que nous avons un système juridique qui repose sur le Commonwealth. Je crois que nous avons pu sélectionner des gens qui connaissaient, comprenaient les spécificités de notre système juridique et la réactivité du secrétariat de l'ISF a été tout à fait bénéfique. Donc, de manière tout à fait tangible, je dirais que de pouvoir travailler sur le terrain, ça signifie que nous avons pu avoir des évaluations beaucoup plus ciblées, que nous avons pu avoir davantage de levées, de prélèvements fiscaux, que nous avons pu en bénéficier, que nous avons pu améliorer notre documentation, renforcer, consigner tout cela dans des documents. Et au-delà de tout cela, au-delà du régime de prix de transfert, eh bien, je crois qu'il y avait auparavant un certain nombre de... désormais, c'est caractérisé par des juristes, par des professionnels, des experts qui ont réussi à faire de ce régime une véritable réussite. Nous avons beaucoup appris au cours de ces 5 dernières années. Il nous reste beaucoup à apprendre naturellement, mais sans l'aide de l'ISF, cela n'aurait pas été possible. Et encore une fois, disposer d'inspecteurs sur le terrain, ça a été vraiment un immense plus. Voilà, j'ai dépassé les 4 minutes qui m'étaient imparties, je vais donc m'en tenir là. Merci. Merci, Monsieur le Ministre, de nous avoir fait part de vos réflexions sur le terrain. Puisque nous parlons du côté pratique, nous avons reçu quelques questions, nous allons y répondre maintenant. Le collègue de Malawi nous demande qui fournit les fonds. Ces fonds sont octroyés par les partenaires, donc il n'y a pas de frais pour les pays administratifs d'accueil. Nous reviendrons vers vous pour élargir la conversation. Je vous passe la parole à vous, Marie. L'ISF est un outil pratique et c'est un programme stimulant dans une ère nouvelle marquée par le Covid et ses nombreuses restrictions. Ma question, quelles sont les prochaines mesures pour les fiscalités africaines pour répondre aux effets à long terme du Covid? Et comment est-ce que l'ISF peut se rendre utile? Vous avez la parole. Merci, Ben. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais tout d'abord dire que c'est un réel plaisir de participer. Dès le début, j'ai rencontré James Karanja, c'était un réel plaisir. Et j'ai rencontré Rosudan et je vous souhaite une bonne continuation. Alors pour votre question, Ben, comme vous savez, les économies africaines ont été frappées de plein fouet par ces restrictions qui ont été imposées à cause de la COVID. Et nous devons transformer nos politiques pour répondre aux effets de la pandémie sur les économies. Il y a eu des paiements déférés ou des paiements déférés d'impôts. Et donc, il faudra revenir sur ce sujet. Les administrateurs fiscaux vont devoir trouver un juste milieu, encourager les investissements étrangers directs et soutenir la croissance des entreprises locales tout en recouvrant l'impôt, augmenter les recettes. Donc nous avons accompli nos travaux et
Nous avons dialogué avec de nombreuses fiscalités et nous avons travaillé à leur côté durant le confinement. Comme vous le disiez, aux côtés de l'OCDE et d'autres partenaires, de l'ISF et d'autres, nous avons pu continuer nos travaux. Donc, les mesures, selon nous, les gouvernements africains et les administrations africaines doivent repenser leur politique fiscale. Nous avons remarqué, parce que lorsqu'il y avait une composition plus diverse des besoins dans les pays, eh bien, il y avait une situation particulière. Par exemple, au Kenya, le tax mix du Kenya, eh bien, ils ont pu travailler avec certains individus particuliers. Les gouvernements devront prioriser également les champs d'action clés. Et nous avons entendu le ministre de Finlande qui nous a dit combien il était important de soutenir l'infrastructure. Et c'est bien cela qu'il faut soutenir, les infrastructures. Bien sûr, il y a beaucoup plus à faire. Mais ces programmes montrent qu'ils ont été efficaces. L'accès aux informations des parties tierces ont aidé certains pays dans leurs audits. Les gouvernements devront s'adapter en ce qui concerne la législation et la fiscalité. Et troisième domaine, les administrations fiscales devront trouver de nouvelles approches pour combattre les FFI. Par exemple, de nombreuses entreprises vont voir leur chiffre d'affaires baisser. Et combien de temps vont pouvoir durer ces baisses de recettes? Il faut également évaluer les risques pour prioriser les champs d'action pour les experts fiscaux. Donc, nous sommes heureux de travailler avec l'ISF. Et nous savons qu'une des manières de s'adapter est que cette assistance doit aider à la durabilité dans les pays et les aider à être plus indépendants. Merci. Merci, Marie. Vous avez déjà répondu à une autre question qui nous est parvenue pendant notre dialogue. Comment l'ISF continue ses travaux malgré les restrictions? Donc, vous nous avez parlé de ce qui se passe de votre côté. Et la majorité des experts fiscaux travaillent à distance. Ils travaillent avec acharnement avec les nouvelles technologies qui permettent aux administrations fiscales d'échanger les informations tout en protégeant la confidentialité des contribuables. Donc, merci. Vous avez également abordé un point important, l'équilibre entre attirer les investisseurs et les besoins en recettes fiscales. Je crois que c'est un très bon pont pour nous tourner vers John. Ma question, qui est au cœur de ce problème. Il y a 10 ans, ou un peu plus de 10 ans d'ailleurs, vous avez participé à la création de l'ISF, ou du moins son idée, et cela était dû en partie à la crise financière et nous revoilà encore à l'heure d'une autre crise. Les systèmes fiscaux dans le monde sont utilisés à l'heure actuelle pour soulager les fardeaux qui sont imposés aux foyers, pour leur donner plus de temps. Cependant, la tolérance pour l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale est à son plus bas. Et donc, ma question pour vous, quel est le message à faire passer pour l'ISF en ces temps difficiles? Vous avez la parole. Merci, Ben. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous.
Je suis ravi d'avoir la chance de participer. J'aimerais féliciter l'équipe de l'ISF pour avoir fait de nombreux progrès en ces temps. J'aimerais saluer Rosedan et vous féliciter de votre nouveau poste. Et je salue bien sûr tous les autres intervenants. Oui, la tolérance pour l'optimisation et l'évasion fiscale est à son plus bas, et en particulier ces derniers mois, durant la période du Covid. J'espère que le moment où les riches pouvaient prétendre, pouvaient dire qu'ils évitaient l'impôt est terminé. Donc, je salue le fait que l'ISF, dans son rapport 2020, dit qu'il renforce ses capacités pour augmenter le volume d'informations partagées entre les administrations fiscales au sein de l'EAI. Du point de vue de la société civile, il est très important de lutter contre les FFI, l'évasion fiscale, et nous espérons que plus de pays en développement recevront cette assistance dans les années à venir. Je me réjouis d'entendre un retour sur ce qui va venir. J'espère que plus de pays en développement vont pouvoir recevoir une assistance appropriée. J'espère que l'ISF va jouer un rôle positif dans les années à venir en ce qui concerne la négociation des accords fiscaux. Comme vous le savez, certains s'inquiètent du fait que les accords négociés ces dernières décennies ne répondent pas à l'exercice, en particulier du point de vue des pays en développement. Ma collègue de l'AFTA a très récemment soumis une pétition aux instances, dans les hautes instances à ce propos pour contester certains accords avec 10 pays. Le Sénégal a annulé un accord qui, selon le Sénégal, avait coûté 1 milliard de dollars en recettes. Alors, il y a deux aspects à cette problématique et l'ISF peut aider sur ces deux points. Peut-être qu'il y a des politiques passées provenant de différentes institutions qui ont entraîné des conséquences négatives et des fiscalités avantageuses pour certains. Alors, je rejette la compétition entre les fiscalités, bien sûr. De mon point de vue, en tout cas, je crois qu'il faut éviter le transfert de richesses vers les investisseurs les plus aisés. Deuxième partie du problème, qui est liée à la capacité de négocier des accords fiscaux. Je salue la proposition de l'ISF qui souhaite accorder une assistance en la matière. Et je me réjouis d'avance à l'idée de recevoir un retour sur la question. Donc voilà, Ben, pour ce que j'ai à dire quant à votre question. J'aimerais encore une fois féliciter vos collègues et vous-même pour la manière dont vous avez réussi à continuer vos travaux en virtuel, à distance, et j'espère que vous pourrez poursuivre vos travaux ô combien importants dans les mois à venir. Merci. Merci infiniment, John. Et merci notamment d'avoir souligné
là où iront les inspecteurs des impôts sans frontières pour lutter contre les FFI, avec deux instruments tout à fait spécifiques, l'un sur l'échange automatique d'informations et l'autre sur les enquêtes fiscales pénales. Il nous reste quelques minutes. Je vais donc recueillir plusieurs de vos questions que j'ai donc lues sur le chat. J'aimerais en lire 3 pour commencer. Et Marie, John et Monsieur le ministre, vous pourrez répondre à ces questions si vous le souhaitez. Il va falloir faire court quand même, je le crains. Tout d'abord, il y a la mesure. L'ISF a beaucoup fait en termes de mesures d'impact sur les recettes, mais quid des autres mesures auxquelles nous devrions réfléchir au-delà des recettes? Et ensuite, quelle est l'importance de la coopération sud-sud dans le contexte des inspecteurs sans frontières? Et puis, il y a une question plus spécifique pour vous, Monsieur le ministre, peut-être, qui est de l'intégration des inspecteurs dans le cadre de vos priorités pour sortir de cette crise de la Covid en Jamaïque. Donc peut-être que je pourrais vous donner la parole à vous, Monsieur le ministre, et peut-être souhaitez-vous répondre à l'une ou l'autre ou plusieurs de ces questions. If you please unmute yourself. Sorry about that. I'll take Vous the étiez last sur mute. Oui, je vais répondre à la dernière question sur l'intégration de l'ISF dans cette crise Covid à l'avenir. Alors, ce qui ressort clairement, c'est qu'il convient de reconstruire l'économie. C'est ça la priorité numéro 1. Je crois que les recettes fiscales, le respect des règles fiscales sont au cœur de cet effort. Ce que nous allons devoir faire, c'est travailler sur la numérisation des administrations fiscales et des recettes fiscales. Ce qui ressort avec cette pandémie, c'est qu'il y a un certain nombre de gains d'efficacité qui sont possibles grâce à certains processus. Il y a également des inefficacités qui perdurent. L'autre priorité, c'est sans aucun doute de viser à renforcer la formalisation de nos économies, c'est-à-dire qu'il y ait davantage de gens qui soient inscrits dans la partie formelle de notre économie. Et cela ne pourra se faire sans réformer, revoir notre cadre juridique, sans utiliser des nouvelles technologies pour qu'il soit plus facile aux uns et aux autres de faire partie d'une économie formelle plutôt que de rester dans une économie informelle. Il y a plusieurs raisons à cela, mais la raison principale, à n'en pas douter, c'est que notre système ne répond pas à nos sociétés, à notre société là où elle se trouve. En clair, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il est difficile de respecter les règles lorsque vous êtes dans l'économie informelle. Nous voulons donc réformer, promouvoir l'utilisation des technologies pour faciliter le respect des règles fiscales, pour que les choses fonctionnent mieux et pour améliorer, cela signifie également ou passe également par l'amélioration du service clientèle pour que tout un chacun puisse participer, même si cela signifie que nous devons également, dans le même temps, tenir nos accords, notamment internationaux, et que nous devons tout faire pour que nous puissions participer et tirer parti des accords internationaux auxquels nous sommes partis. Merci. Merci infiniment, Monsieur le ministre. Vous n'êtes pas le premier à dire, n'est-ce pas, que la numérisation des administrations fiscales, notamment le recueil de l'impôt, la collecte de l'impôt, pardon, est quelque chose qui doit se faire de manière davantage numérisée. Et je sais que mes collègues de l'ONU et de la Banque mondiale le pensent également, et nous verrons ce que nous pouvons faire pour vous aider dans ce chantier qui est pharaonique. Est-ce que, Mary, vous souhaitez participer? Oui. Merci. Je voudrais juste réagir
Rapidement, par rapport, puisque le ministre vient de parler du numérique, je vais revenir sur la question des contrôles fiscaux. Eh bien, je crois que ce qui va être très utile à l'avenir, c'est précisément ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir le fait qu'il faut hiérarchiser un certain nombre de priorités, puisque nombreux sont les domaines qui ont été frappés par la pandémie. Il y a notamment tout ce qui touche au numérique et ensuite les télécoms qui ont été durement frappés. Et je crois que c'est là que les inspecteurs pourront nous aider à mettre en œuvre ces contrôles, ces audits pour bien comprendre la situation et parce qu'il y a un certain nombre de surprises. Et je crois que grâce à tous ces audits, nous avons pu jeter un regard différent sur toutes ces questions et je crois que les recettes s'améliorent également. Et je crois que tout cela est important et je crois que nous allons pouvoir nous concentrer sur ce domaine. Ensuite, la question dont vous parlez tout à l'heure, c'est la coopération sud-sud. En effet, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que ce qui ressort clairement de notre expérience, c'est que les inspecteurs que nous avons utilisés, vous le savez, il y a un certain nombre d'efforts que nous menons ensemble, Ben, sur les SOT au Botswana, par exemple. Nous avons fait venir des inspecteurs du continent pour nous aider à travailler sur toutes ces questions. Et ce qui ressort clairement, c'est que ce sont autant de solutions qui sont apportées, solutions qui sont pertinentes, mais qui sont finalement semblables. Parce qu'au final, nous partageons tous les mêmes expériences, même si nos environnements sont légèrement différents. Au final, ce sont les mêmes environnements dans lesquels nous opérons. Et donc, je crois que c'est là que nous pouvons tirer parti des inspecteurs. Et c'est là qu'ensemble, nous allons pouvoir gagner en pérennité dans nos travaux avec l'aide des inspecteurs. Donc, encore une fois, merci. Merci. Merci, Mary. Pour ceux d'entre vous qui pourront consulter le rapport annuel qui sera disponible en ligne dans quelques instants, vous le verrez, nous travaillons dur sur les questions de coopération sud-sud et nous pourrons faire davantage à n'en pas douter. Voilà. John, il nous reste extrêmement peu de temps, mais peut-être qu'en 30 secondes ou 1 minute, vous allez pouvoir nous dire un mot de conclusion de ce sujet. Je vais faire encore plus court parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant, d'accord avec les commentaires qui ont été faits sur le numérique, le besoin de numérisation, basculer vers un système davantage numérique. Je n'ai rien d'autre à ajouter, en fait, si ce n'est vous souhaiter le meilleur pour l'année qui vient et nous souhaiter de rester en sécurité les uns et les autres. Voilà. Eh bien, écoutez, il ne nous reste plus de temps du tout, je le crains. D'après le programme que nous avions fixé. Merci d'avoir respecté vos temps de parole respectifs. Je tiens à remercier chaleureusement Mary et John, ainsi que le ministre de leurs interventions. 3 points de suivi peut-être pour l'avenir ISF. Tout d'abord, ISF est tout à fait d'actualité et nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir continuer à travailler à distance, dans un avenir proche en tout cas. Ensuite, nous serons heureux de travailler davantage sur les autres modèles dont vous avez pu entendre parler et nous serons heureux de mettre en place et de réfléchir à des nouvelles pistes de travail ou d'organisation. Et puis ensuite, nous reviendrons vers vous en 2021 pour vous dire un mot de ce que nous avons pu faire et pour veiller à ce que cette manifestation soit annuelle, sorte de point annuel que nous faisons ensemble. Voilà, c'est tout. Il ne me reste qu'à vous remercier. J'espère que tout cela vous a intéressé. Nous tenons à remercier nos amis de la représentation permanente de Finlande à New York et à nos amis de Helsinki qui nous accueillent. Et un tout dernier mot, est-ce que les panélistes pourraient rester en ligne pendant quelques secondes pour que l'on prenne ensemble une petite photo de groupe, photo virtuelle. Voilà. Sinon, pour le reste, c'est la fin de ce webinaire. Merci. Bonne journée.